15 anciens acteurs d'Hollywood qui ont été exposés à des prédateurs, mais personne n'a rien fait. Jeffrey Weinstein n'a pas été le premier. L'histoire d'Hollywood est pleine de prédateurs et d'abuseurs. De Roman Polanski à Clark Gable, chaque autre acteur a participé à cette histoire abusive. Certains ont été exposés, tandis que certains n'ont jamais été exposés, mais presque tous les acteurs, réalisateurs ou producteurs faisaient partie du canapé de casting ou de la mauvaise conduite. Même certaines actrices étaient également impliquées. Roman Polanski, Dylan O'Sullivan Farrow, qui était la fille de Mia Farrow, et une écrivaine qui a révélé dans une de ses interviews que Samantha Geimer avait 13 ans quand elle a été abusée par Roman Polanski en 1977. Et le réalisateur de Rosemary's Baby a été plus tard accusé de plusieurs offenses, y compris le viol par usage de drogue, la perversion, la sodomie et des actes lascifs et lubriques sur un enfant de moins de 14 ans. Polanski a plaidé non coupable, coupable de toutes les charges, mais a ensuite accepté un accord de plaidoyer, ce qui a conduit à un abandon des accusations initiales en échange d'un plaidoyer de culpabilité pour la charge moindre d'avoir eu une relation illégale avec un mineur. Il s'est enfui en France en 1978 avant de pouvoir être formellement condamné et y vit depuis. Dans ses mémoires, The Girl, A Life in the Shadow of Roman Polanski, Geimer raconte le traumatisme mental qu'elle a dû subir, même 3 décennies plus tard, lorsque Polanski a été arrêté en 2009. Elle a écrit « Les opinions sur l'affaire Polanski ressemblent à ceci. C'était un pédophile odieux, dont le pouvoir lui a permis d'échapper à la justice. Ou c'était un homme troublé dont le passé horrible ne lui permettait pas de faire la distinction entre une enfant et une jeune femme. Et la fille, elle était une victime innocente. Ou non, elle était une Lolita rusée. Ou peut-être, le plus souvent, elle était une actrice réticente, mais finalement consentante, dans les ambitions folles de sa mère ambitieuse, qui voulait que sa petite fille devienne une star. Demandez-vous ceci. Aimeriez-vous que la chose la plus folle qui vous soit arrivée en tant qu'adolescent soit diffusée puis disséquée encore et encore à la télévision et dans la blogosphère? Daryl F. Zanuck. Le producteur hollywoodien, Daryl F. Zanuck était légendaire dans l'industrie, mais pas seulement pour les films qu'il a réalisés, mais aussi pour son comportement notoire en dehors des écrans. Maintenant, écoute, cette bague me rappelle un genre de contretemps. Es-tu superstitieux? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que... Je suis vraiment superstitieux. Vous avez probablement remarqué que mes crédits originaux étaient Daryl Francis Zanuck, et puis j'ai changé pour Daryl F. Zanuck. Il y avait 13 lettres dans le nom, mais vraiment, Virginia et moi avons décidé il y a longtemps de ne jamais faire lire nos horoscopes, ou je ne crois pas que je sois superstitieux. Zanuck était connu pour ses pratiques de casting canapé, passant apparemment d'une actrice à l'autre sur le canapé de son bureau, plus vite que le générique de ses films ne défilait. Selon le livre de Marlis Harris, Les Zanuck d'Hollywood, l'héritage sombre d'une dynastie américaine, sa routine quotidienne consistait à coucher avec des jeunes starlettes comme sur des roulettes. À 16 heures chaque jour, son studio Fox Century City fermait pendant que Zanuck escortait une jeune femme à travers un passage souterrain, jusqu'à son bureau au panneau vert. Interrogé sur Cléopâtre, le drame cinématographique le plus attendu de l'histoire du cinéma, Monsieur Zanuck a observé... Ce que je peux vous dire, c'est que le film est programmé pour mi-juin au Rivoli, à New York, et à part quelques billets éparpillés, il n'y a pas de place disponible pour... Harris écrit « Tout le monde au studio connaissait les rendez-vous de l'après-midi. Il n'était sérieux avec aucune des femmes. Pour lui, elles n'étaient que des pauses agréables dans la journée, comme le polo, le déjeuner et les blagues. En 1937, Zanuck a remporté le premier prestigieux prix Thalberg de l'Académie des Arts et des Sciences du Cinéma pour produire. Pourtant, c'est durant cette même décennie que Variety a utilisé pour la première fois le terme désormais omniprésent pour désigner l'abus de pouvoir que Zanuck et d'autres dirigeants d'Hollywood perpétuaient dans les coulisses, le canapé de casting. Des années plus tard, en 1975, Newsweek a publié une histoire intitulée « Le canapé de casting », citant les mots d'une plaque au-dessus du canapé dans le bureau d'un producteur de Tinseltown dans les années 1950. « Ne l'oublie pas, chérie, demain tu seras une star ». Le magazine écrivait « Les starlettes contemporaines ne se contentent plus d'accepter des relations sexuelles sur commande. » Clark Gable. Clark Gable, l'un des acteurs les plus célèbres d'Hollywood, aurait commis un acte profondément troublant en 1935 impliquant sa co-star Loretta Young. Alors qu'ils voyageaient ensemble dans un train de nuit d'un lieu de tournage à Hollywood, Gable aurait été explicitement envers Young.
résultant en la grossesse de Young, une situation qui l'a mise dans une position incroyablement vulnérable compte tenu de la période et du stigmate entourant la maternité sans mariage dans Hollywood. Young, craignant les conséquences pour sa carrière, a caché sa grossesse à son studio et au public. Elle a finalement accouché en secret et, pour se protéger ainsi que sa fille du scandale, a placé le bébé dans un orphelinat pendant un certain temps. Lorsque sa fille a eu 19 mois, Young l'a ramenée dans sa vie en l'adoptant publiquement, une stratégie pour garder secrète la véritable filiation de son enfant. Young a gardé la vérité sur le père de son enfant et les circonstances entourant la conception de sa fille secrète pendant des décennies, car rapporter un tel incident aurait probablement entraîné des conséquences désastreuses pour sa carrière. Les studios protégeaient notoirement leurs stars masculines et étaient impitoyables en réduisant au silence les femmes qui pouvaient ternir leur réputation. Si Young avait parlé, elle aurait pu subir des représailles intenses, tout comme Patricia Douglas, une autre actrice qui a fait face à de lourdes conséquences après avoir signalé une agression par un dirigeant de MGM. Ce n'est que plus tard dans sa vie que Loretta Young a parlé en privé de sa rencontre avec Gable comme non consensuelle, la décrivant comme une expérience traumatisante. Son histoire, cachée pendant si longtemps, éclaire les luttes auxquelles de nombreuses femmes à Hollywood ont été confrontées, où le silence était souvent le seul moyen d'éviter d'être ostracisé ou blacklisté. Kirk Douglas. Dans ses mémoires de 2021, Little Sister, My Investigation into the Mysterious Death of Natalie Wood, Lana Wood allègue que sa sœur, l'actrice Natalie Wood, a été agressée par l'acteur Kirk Douglas à l'été 1955. À cette époque, Natalie avait environ 16 ou 17 ans, tandis que Douglas était dans la fin de sa 30 ans. Selon Lana, leur mère a organisé une rencontre entre Natalie et Douglas à l'hôtel Château Marmont à Los Angeles, espérant que cela ferait avancer la carrière de Natalie. Lana raconte que lorsque Natalie est revenue de la réunion, elle semblait débraillée et bouleversée. Des années plus tard, Natalie s'est confiée à Lana, affirmant que Douglas l'avait blessée lors de cette rencontre. La famille a choisi de ne pas rendre l'incident public, craignant que cela ne nuise à la carrière naissante de Natalie. Ces allégations sont restées largement sous silence jusqu'à ce que les mémoires de Lana Wood les révèlent. Kirk Douglas, qui est décédé en 2020 à l'âge de 103 ans, était une figure importante à Hollywood, connu pour des films comme Spartacus et Règlement de compte à OK Corral. Son fils, l'acteur Michael Douglas, a répondu aux allégations en déclarant qu'ils reposent tous les deux en paix. Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock était un réalisateur vénéré pour son génie cinématographique, mais il était également connu pour son comportement troublant en coulisses. Hitchcock était célèbre pour avoir un type, des femmes blondes, élégantes et énigmatiques en tête d'affiche. Il a dit un jour, « Les blondes font les meilleures victimes. Elles sont comme la neige vierge qui dévoile les empreintes sanglantes. » L'une de ces blondes était Tippi Hedren, la star de Les Oiseaux et Pas de printemps pour Marnie. Dans ses mémoires, Hedren a révélé des expériences troublantes en travaillant avec Hitchcock. Elle a décrit comment il est devenu obsessionnellement épris d'elle, ce qui a conduit à une série d'avances non désirées. Lorsqu'elle a résisté, il se serait vengé de façons qui ont rendu sa vie professionnelle cauchemardesque. Hedren a raconté des incidents où Hitchcock a fait des propositions explicites et a essayé de contrôler divers aspects de sa vie, tant sur le plateau qu'en dehors. Dans un épisode choquant, elle dit qu'il s'est jeté sur elle dans une limousine et a essayé de l'embrasser. Une autre fois, il l'aurait convoquée dans son bureau pour lui faire part de fantasmes inappropriés la concernant. Lorsqu'elle a rejeté ses avances, l'attitude de Hitchcock aurait changé, dramatiquement. Hedren a affirmé qu'il a commencé à la punir professionnellement, créant un environnement de travail hostile. Environnement. Pendant le tournage de Les Oiseaux, elle a été soumise à des conditions éprouvantes. Dans la célèbre scène du grenier, on lui avait dit que des oiseaux mécaniques seraient utilisés. Au lieu de cela, des oiseaux vivants ont été lancés sur elle, certains même attachés à son costume. Cela a duré 5 jours, la laissant physiquement et émotionnellement épuisée. Sur le tournage de Marnie, son comportement autoritaire aurait continué. Hedren a dit qu'il surveillait ses interactions et limitait sa communication avec les autres. Son obsession a affecté toute la production, provoquant des tensions parmi les acteurs et l'équipe. Après avoir terminé Marnie, Hedren a décidé qu'elle ne pouvait pas travailler dans de telles conditions et a demandé à être libérée de son contrat. Hitchcock a refusé et, selon elle, a menacé de ruiner sa carrière. Liée par son contrat et mise sur liste noire pour d'autres projets, ses opportunités d'actrice se sont raréfiées. Fatty Arbuckle. Lors d'un week-end de la fête du travail à San Francisco, Arbuckle a organisé une fête à l'hôtel St. Francis. Une actrice en herbe nommée Virginia Rapp a assisté à l'événement. Pendant les festivités, Rapp est tombée gravement malade et a été transportée à l'hôpital
où elle est morte quelques jours plus tard d'une péritonite causée par une vessie rompue. Des rumeurs ont commencé à circuler, selon lesquelles Arbuckle avait agressé Rapp, causant ses blessures. Les médias ont sensationnalisé l'histoire, peignant Arbuckle comme un prédateur et alimentant l'indignation publique. Il a été arrêté et accusé d'homicide involontaire. Et l'affaire est devenue un phénomène national. Arbuckle a fait face à 3 procès. Les 2 premiers se sont terminés par des jurys sans verdict. Mais lors du 3e procès, il a été acquitté. Le jury a même présenté des excuses formelles, déclarant qu'une grande injustice lui avait été faite. Ils ont conclu qu'il n'y avait aucune preuve qu'il ait fait du mal à Rapp. Malgré son acquittement, le dommage était irréversible. Ses films ont été interdits, ses contrats ont été annulés, et il a été effectivement mis sur liste noire d'Hollywood. Le tribunal de l'opinion publique l'avait déjà jugé coupable, et les médias continuaient à le présenter négativement. Louis B. Mayer. Louis B. Mayer, cofondateur des studios MGM et l'une des personnalités les plus puissantes des débuts d'Hollywood, était tristement célèbre pour le harcèlement physique, exerçant son influence sur d'innombrables jeunes actrices qui étaient sous son contrôle. La réputation de Mayer pour avoir exploité son autorité afin de manipuler et harceler de jeunes femmes à huis clos a jeté une sombre ombre sur son héritage. Judy Garland, l'une des plus grandes stars de MGM, n'était qu'une des nombreuses victimes de Mayer. Selon le biographe de Garland, Gerald Clark, Mayer la touchait de manière inappropriée sous prétexte de montrer où se trouvait son cœur, plaçant souvent sa main sur son sein gauche pendant qu'elle chantait. Garland a commenté un jour, avec un sens de l'humour grinçant. « J'ai souvent pensé que j'avais de la chance de ne pas chanter avec une autre partie de mon anatomie. » L'influence de Mayer sur les jeunes actrices s'étendait au-delà du harcèlement physique. Il contrôlait leurs contrats, leurs images publiques et même leur vie personnelle. Beaucoup de ces jeunes femmes, y compris Garland, étaient soumises à des régimes stricts, des horaires de travail intenses et des pressions continues pour maintenir une certaine apparence. La menace d'être mise sur liste noire ou de perdre des rôles réduisait au silence la plupart des actrices, car dénoncer les avances de Mayer pouvait mettre fin à leur carrière du jour au lendemain. Malgré le pouvoir de Mayer, Garland finit par lui tenir tête en lui disant « Monsieur Mayer, ne faites plus jamais ça. Je ne le supporterai pas. » Son courage à confronter l'un des hommes les plus influents d'Hollywood était rare, compte tenu du climat social de l'époque. La réputation de Mayer pour harcèlement et abus est désormais reconnue comme faisant partie de la longue histoire d'exploitation d'Hollywood, où des hommes puissants contrôlaient les carrières et les vies de jeunes stars vulnérables. Errol Flynn. Errol Flynn, la star charismatique de films comme Les Aventures de Robin des Bois, était autrefois le visage des héros de cape et d'épée d'Hollywood. Mais en 1942, sa réputation a été sévèrement entachée lorsqu'il a été accusé de viol statutaire impliquant 2 filles mineures, Betty Hansen et Peggy Satterlee. Ces accusations ont choqué le public et ont marqué un tournant dans la carrière de Flynn. Le procès a été très médiatisé, chaque détail étant étalé à la une des journaux, transformant la vie personnelle de Flynn en un spectacle médiatique. Les filles alléguaient que Flynn les avait charmées avec son statut hollywoodien avant de profiter d'elles. Les procureurs ont affirmé que le mode de vie séducteur de Flynn et son image de playboy correspondaient aux accusations. Flynn, connu pour son charisme, proclamait son innocence et plaisantait célèbrement à propos des allégations, créant la phrase « In like Flynn ». Malgré les témoignages accablants, Flynn a finalement été acquitté après un long procès. Sa défense a décrit les accusatrices comme peu fiables et a suggéré qu'elles cherchaient la célébrité ou la vengeance. Bien que Flynn ait été légalement acquitté, le procès a terni son image. L'attention médiatique entourant l'affaire a entraîné une suspicion persistante et un examen public, changeant la perception de l'acteur par ses fans et l'industrie. L'acquittement a permis à Flynn de poursuivre sa carrière, mais le scandale a laissé une marque permanente. Hollywood le voyait toujours comme une star rentable, mais sa personnalité de playboy notoire hors écran éclipsait désormais son héroïsme à l'écran. Marlon Brando. Dans le film de 1972 Dernier Tango à Paris, réalisé par Bernardo Bertolucci, une scène particulièrement controversée implique le personnage de Marlon Brando, Paul, utilisant du beurre comme lubrifiant lors d'une agression physique simulée sur le personnage de Maria Schneider. Jeanne. Schneider, qui avait 19 ans à l'époque, a révélé plus tard que l'utilisation du beurre n'était pas incluse dans le script et qu'elle en avait été informée juste avant le tournage. Elle a exprimé qu'elle s'était sentie humiliée et un peu violée par l'expérience, affirmant que ses larmes pendant la scène étaient authentiques. Bertolucci a admis dans des interviews que lui et Brando avaient décidé d'incorporer le beurre, sans en informer Schneider au préalable.
En visant à susciter une réaction plus authentique de sa part, il a reconnu se sentir coupable de la décision, mais ne l'a pas regretté, car il estimait qu'elle était essentielle pour le réalisme du film. Cet incident a été largement critiqué comme un exemple de pratique cinématographique non éthique, soulignant l'exploitation et la maltraitance des acteurs, en particulier des jeunes femmes, dans l'industrie. L'expérience de Schneider a eu des effets négatifs durables sur sa vie et sa carrière, entraînant des luttes contre la dépression et la toxicomanie. La controverse entourant cette scène a déclenché des discussions continues sur le consentement, les dynamiques de pouvoir et des responsabilités des réalisateurs envers leurs acteurs. Cela sert de mise en garde sur les dangers de privilégier la vision artistique au détriment du bien-être et de l'autonomie des interprètes. Michael Winner. Michael Winner était un autre prédateur dans l'industrie que plusieurs femmes ont plus tard dénoncé pour comportements inappropriés. Connu pour avoir réalisé des films comme Un justicier dans la ville, Winner aurait utilisé son pouvoir pour exploiter de jeunes actrices cherchant à percer à Hollywood. Dame Helen Mirren, aujourd'hui actrice oscarisée respectée dans le monde entier, a partagé un souvenir troublant de ses débuts de carrière. À seulement 19 ans, lors d'une audition en 1964, Winner lui a demandé de se lever et de se retourner, la reluquant alors qu'il exigeait qu'elle montre son corps. Mirren s'est ensuite souvenue « J'étais mortifié et incroyablement en colère. Je trouvais cela insultant et physique, et je pense qu'aucune actrice ne devrait être traitée de cette façon, comme un morceau de viande. » L'incident a eu un impact durable sur elle, car cela lui a rappelé brutalement le déséquilibre de pouvoir dans l'industrie. L'aspirante actrice Debbie Arnold a également parlé de son expérience inconfortable avec Winner au début des années 1980. Lors d'une audition chez lui, Winner aurait exigé qu'elle se déshabille, lui demandant de « retirer ton haut, ensuite enlever ton soutien-gorge et masser tes seins ». Arnold était choquée et humiliée, se sentant complètement impuissante à refuser. Une autre actrice, Cindy Marshall-Day, qui jouait Tracy Booth dans Crossroads, a partagé une histoire similaire de 1985. Elle se souvenait comment Winner lui avait demandé de montrer ses seins lors d'un casting, disant que cela faisait partie de son modus operandi, un schéma qu'il a probablement répété avec d'innombrables jeunes actrices. « C'était choquant ce que l'homme faisait aux jeunes actrices », dit-elle, décrivant le sentiment d'impuissance qu'elle et d'autres ont ressenti. Toutes trois ont depuis partagé leurs histoires, inspirées par le courage de celles et ceux qui s'expriment dans le mouvement Now We're Me Too. Leurs récits mettent en lumière la culture abusive dans l'industrie du divertissement, où des hommes puissants comme Winner ont exploité de jeunes talents, laissant un impact durable sur ceux qui ont osé poursuivre leurs rêves. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin n'a pas besoin d'introduction. L'acteur et réalisateur légendaire du cinéma muet est connu dans le monde entier pour son personnage du petit vagabond. Mais il avait une vie personnelle controversée qui a fait l'objet d'un examen minutieux ces dernières années. Malgré son immense talent et ses contributions au cinéma, les relations de Chaplin avec des jeunes filles mineures révèlent un aspect troublant de son héritage. Un des exemples les plus célèbres de ce comportement fut son mariage avec Lita Grey, âgée de 16 ans, en 1924, lorsque Chaplin en avait 35. Chaplin avait rencontré Lita pour la première fois alors qu'elle n'avait que 12 ans, l'engageant dans son film The Kid. Et leur relation s'est développée au fil des années. Lorsque Lita est tombée enceinte à 16 ans, Chaplin a été contraint de se marier pour éviter un scandale qui aurait pu détruire sa carrière. Leur relation était tumultueuse et de courte durée, se terminant par un divorce acrimonieux, rempli d'accusations publiques et de détails salaces sur la conduite de Chaplin. Les procédures de divorce incluaient des accusations de maltraitance émotionnelle et de manipulation, ajoutant aux complexités de la vie privée de Chaplin. L'intérêt de Chaplin pour les jeunes femmes ne se limitait pas à Lita. Son premier mariage fut avec Mildred Harris, âgée de 16 ans, alors qu'il en avait 29. Une union qui fit également l'objet d'un examen minutieux et se termina par un divorce après 2 ans. Au fil des années, ces relations répétées avec des femmes nettement plus jeunes ont donné l'image d'un homme cherchant souvent des liens romantiques et matrimoniaux avec des adolescentes. Walter Wanger. Joan Collins a mentionné pour la première fois ses expériences avec les coachs de casting d'Hollywood dans son autobiographie de 1978, Past Imperfect. Collins affirme qu'elle n'a pas été choisie pour jouer dans le film Cléopâtre en 1963 parce qu'elle a refusé d'être gentille avec un producteur. C'était un merveilleux euphémisme dans les années 60 pour vous savez quoi, mais je ne pouvais pas faire ça. En fait, j'étais plutôt faible. J'ai éclaté en sanglots et je suis sorti en courant de son bureau. Collins dit « Elizabeth Taylor a été choisie pour le rôle de Cléopâtre. Walter Wanger était le producteur du film, ce qui suggère qu'il pourrait être l'homme auquel Collins faisait allusion dans son récit. Si c'est vrai,
Cela implique que Wanger aurait pu être impliqué dans la pression exercée sur elle pour qu'elle adopte un comportement inapproprié afin d'obtenir le rôle principal. Le souvenir de Collins d'avoir été invitée à être gentille souligne le langage euphémistique souvent utilisé à Hollywood à cette époque pour masquer des demandes coercitives. Son refus, comme elle le décrit, l'a amenée à éclater en sanglots et à sortir en courant de son bureau, lui coûtant finalement le rôle emblématique de Cléopâtre, qui est allé plus tard à Elizabeth Taylor. Ce récit, s'il implique Wanger, ajoute un élément troublant à son héritage en tant que puissant producteur qui aurait abusé de son influence d'une manière trop courante dans l'industrie cinématographique. La décision de Collins de parler de ces incidents révèle les choix difficiles auxquels de nombreuses actrices étaient confrontées lorsqu'elles devaient équilibrer leur carrière avec les pressions de la culture du casting couch à Hollywood. Sam Spiegel. Le producteur Sam Spiegel a été accusé de harcèlement par plusieurs actrices, dont Theresa Russell et Leslie Ann Down, qui ont toutes deux témoigné de leurs expériences troublantes avec lui. Spiegel, connu pour son influence puissante à Hollywood, aurait tenté de contraindre de jeunes actrices à offrir des faveurs physiques en échange de rôles et de contrats. Lorsque Theresa Russell avait 18 ans, elle a rencontré Spiegel, qui lui a offert un contrat de production de 4 ans et un rôle dans The Last Tycoon, 1976. L'offre, cependant, était assortie de conditions. Spiegel s'attendait à ce qu'elle réponde à ses exigences personnelles. Russell se souvient avoir pensé « Ah, vraiment? Et ensuite je dois, genre, aller sur ton yacht, et je dois faire ceci et cela, et l'autre chose, pour pouvoir faire un autre film? Oublie ça. » Refusant de se soumettre, Russell a plutôt engagé un avocat. Spiegel, furieux de son refus, lui aurait dit qu'elle ne travaillerait plus jamais à Hollywood. Pourtant, malgré ses menaces, Russell a réussi à obtenir son rôle dans Le Dernier Nabab. Leslie Ann Down, une actrice anglaise qui a atteint la célébrité à Hollywood à la fin des années 1960, a eu des expériences similaires avec Spiegel. Dans une interview de 1977, Down a déclaré que les producteurs américains lui promettaient souvent des rôles principaux dans des films si elle acceptait de coucher avec eux. Elle a noté « Croyez-moi, le casting canapé n'est pas un mythe ». Comme Russell, Down a affirmé que Spiegel faisait partie de ceux qui l'ont harcelé, démontrant un comportement inquiétant de sa part. Patricia Douglas. En 1937, à seulement 20 ans, Patricia était danseuse et figurante cherchant à se faire une place dans l'industrie. Elle a répondu à un casting croyant qu'elle travaillerait sur un nouveau film. Au lieu de cela, elle et plus de 120 autres jeunes femmes ont été involontairement envoyées à une fête somptueuse organisée par MGM au ranch de Hal Roach, connu sous le nom de Rancho Rochero. L'événement était le point culminant de la convention annuelle de vente de MGM, présentée aux délégués comme une soirée entre hommes où les hommes pouvaient se comporter en hommes. Les femmes sont arrivées en tenues western légères, s'attendant à jouer des figurantes. Au lieu de cela, elles se retrouvèrent hôtesses pour plus de 300 vendeurs qui avaient bu et dîné somptueusement. L'atmosphère devint rapidement chahuteuse. La nuit de Patricia prit une tournure horrible lorsque David Ross, un cadre commercial de MGM âgé de 36 ans, s'intéressa à elle. Lui et un autre homme lui auraient forcé de l'alcool dans la gorge. Se sentant mal, Patricia est sortie prendre l'air. C'est là que Ross l'aurait forcée à monter dans une voiture et l'a agressée, lui disant durant l'attaque « Je vais te détruire ». Après coup, Patricia est allée courageusement à l'hôpital et a signalé l'agression aux autorités, assumant même ses propres frais juridiques pour obtenir justice. Cependant, il s'en est suivi une vaste dissimulation orchestrée par des personnalités influentes d'Hollywood. Les preuves ont été mal gérées. Elle a été nettoyée de manière inappropriée à l'hôpital au lieu que des preuves soient recueillies. Les médias ont publié des histoires diffamatoires à son sujet, prétendant faussement qu'elle était promiscuitée et qu'elle avait une maladie transmissible physiquement. Le procureur chargé de son affaire a été accusé d'avoir reçu des pots de vin pour s'assurer que les charges soient abandonnées. La carrière et la réputation de Patricia ont été ruinées. Elle a été mise sur liste noire dans l'industrie et son affaire est tombée dans l'oubli jusqu'à des décennies plus tard. Au début des années 2000, le réalisateur David Stan a découvert son histoire et l'a recherchée. Malgré sa réticence initiale, elle a partagé son témoignage, qui a été publié dans le magazine Vanity Fair. Stan a ensuite sorti le documentaire Girl 27, mettant en lumière l'épreuve de Patricia et les abus systémiques à Hollywood. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe faisait partie des nombreuses actrices qui auraient subi des abus de la part de leurs responsables de la MGM, une réalité trop courante pour les jeunes femmes essayant de percer à Hollywood pendant son soi-disant âge d'or. Dans les années 1950, les pratiques infâmes de casting sofa de l'industrie cinématographique étaient connues mais rarement abordées publiquement.
Cela a changé lorsque 2 écrivains pour le magazine de fans britannique Picturegoer ont essayé de révéler les vérités troublantes de Hollywood dans une série en 4 parties intitulée « Les périls du show business ». Leur travail tentait de mettre en lumière le harcèlement dû au pouvoir, un concept étonnamment similaire aux abus révélés des décennies plus tard avec des personnalités comme Harvey Weinstein. C'est l'histoire la plus déprimante que nous ayons jamais écrite, ont avoué les journalistes. Après des semaines à recueillir des témoignages lors de déjeuners, dans des studios et dans de confortables fauteuils, ils ont compilé un dossier accablant, le qualifiant de cicatrice laide sur le visage glamour du show business. Bien que quelques actrices, telles que Joy Webster, Dorinda Stevens, Anne Haywood et Meryl Russell, aient courageusement partagé leurs histoires publiquement, les hommes puissants derrière les abus sont restés anonymes. L'actrice Meryl Russell, connue pour son rôle dans Les Cloches de Saint-Trinian, se souvenait que les femmes entrant dans l'industrie circulaient une liste informelle de règles pour essayer de rester en sécurité. Règle 1, lorsque vous devez parler affaires, restez dans les bureaux et pendant les heures de bureau. 2. Référez les invitations et offres à votre agent. 3. Ne donnez pas votre numéro de téléphone personnel, donnez celui de votre agent, conseilla-t-elle. Marilyn Monroe a également parlé ouvertement des prédateurs qui rôdaient dans son industrie. Dans ses mémoires, elle a écrit célèbrement « Je les ai tous rencontrés. La fausseté et l'échec étaient partout autour d'eux. Certains étaient vicieux et malhonnêtes, mais ils étaient aussi proches des films que possible, alors vous restiez avec eux et vous voyiez Hollywood à travers leurs yeux, un bordel surpeuplé, un carrousel avec des lits pour chevaux. » L'histoire des débuts d'Hollywood est marquée par l'exploitation des jeunes actrices, révélant un cycle prédateur qui profitait de l'ambition et de l'innocence. Une réalité qui a façonné la vie de nombreux espoirs, y compris Monroe, qui se retrouvait à naviguer sur un chemin périlleux vers la célébrité. Jerry Lee Lewis, le pionnier du rock and roll connu pour des succès comme Great Balls of Fire. Jerry Lee a été impliqué dans un scandale majeur en 1957 qui a jeté une ombre sombre sur sa carrière. Au sommet de sa célébrité, Lewis a épousé sa cousine de 13 ans, Myra Gale Brown. Le mariage a suscité une indignation publique généralisée et a entraîné une intense attention médiatique, mettant en lumière des questions de consentement et d'exploitation qui étaient particulièrement choquantes pour l'époque. Myra Gale n'était pas seulement mineure, mais aussi la cousine germaine une fois enlevée de Lewis, une relation qui aurait été controversée même sans son âge. Lorsque le mariage est devenu public, il a déclenché un scandale international, avec des journalistes, des fans et des personnalités de l'industrie remettant en question l'éthique et la légalité de leur union. À l'époque, Lewis avait 22 ans et avait déjà été marié 2 fois auparavant. Les répercussions de l'annonce du mariage furent rapides et sévères. C'est pourquoi il a été mis sur liste noire par la radio, interdit de se produire dans de nombreux lieux, et a vu sa carrière décliner rapidement alors que le soutien du public s'évaporait. La carrière de Lewis ne s'est jamais complètement remise du scandale, et son mariage avec Myra Gale est devenu un symbole d'exploitation dans l'industrie musicale, soulignant comment les dynamiques de pouvoir pouvaient être abusées sous le couvert de la célébrité. Myra Gale a révélé plus tard les difficultés qu'elle a endurées en tant que jeune mariée, réfléchissant à l'impact psychologique d'être propulsée dans l'âge adulte tout en étant encore une enfant. Malgré l'héritage musical de Lewis, son mariage avec sa jeune cousine reste un chapitre troublant, nous rappelant les frontières floues du consentement et l'impact de l'exploitation, surtout sur les jeunes filles attirées par la célébrité. Orbit. L'histoire troublante de l'âge d'or d'Hollywood révèle un schéma systémique d'abus qui est resté sans conséquence pendant des décennies. Au-delà des cas détaillés ci-dessus, plusieurs autres incidents notables méritent d'être mentionnés. Joan Crawford aurait subi des pressions similaires au début de sa carrière chez MGM, où l'on s'attendait à ce que les jeunes actrices assistent à des fêtes avec des dirigeants de studio et des investisseurs fortunés. Rita Hayworth, née Margarita Cancino, a subi l'exploitation de son propre père, qui l'a présentée comme sa partenaire de danse alors qu'elle n'avait que 12 ans. Bette Davis a parlé ouvertement tard dans sa vie du système des studios qui traitait les jeunes actrices comme des marchandises. Elle a décrit comment les femmes interprètes étaient souvent poussées à changer leur apparence, leur nom et leur vie personnelle pour répondre aux exigences des studios. Jane Harlow, qui a commencé sa carrière à 16 ans, a fait face à un comportement de contrôle similaire de la part des dirigeants de studios qui l'ont commercialisée comme une blonde explosive tout en ignorant prétendument ses signalements de mauvais traitement. L'impact de cet abus historique continue de résonner aujourd'hui. Beaucoup de ces cas ont contribué à établir des pratiques industrielles nuisibles qui ont perduré pendant des générations. Le système des studios a créé des structures de pouvoir qui ont permis les abus, tout en rendant presque impossible pour les victimes de s'exprimer. Ceux qui l'ont fait, comme Patricia Douglas, ont souvent fait face à des représailles immédiates et à la destruction de leur carrière.
Le courage des premiers lanceurs d'alerte, comme Judy Garland, qui ont tenu tête à Louis B. Mayer, a aidé à ouvrir la voie à une responsabilité future. L'exposé du magazine Picture Guerre dans les années 1950 a représenté l'une des premières tentatives de journalisme systématique, enquête sur les problèmes d'abus d'Hollywood, bien qu'il ait également fait face à une opposition significative de la part de figures puissantes de l'industrie. Ces cas historiques montrent comment la célébrité, le pouvoir et la protection institutionnelle se combinent pour créer un environnement où les abus peuvent prospérer, non vérifiés. Le schéma s'est répété au fil des décennies. Des hommes puissants dans l'industrie ont exploité leur position, tandis que les studios, les départements de publicité et parfois même les membres de la famille ont aidé à dissimuler ou minimiser les abus. La documentation de ces cas, souvent seulement possible des années ou des décennies après en fait, souligne l'importance de créer des systèmes qui protègent les personnes vulnérables dans l'industrie et soutiennent ceux qui dénoncent les abus. Le passé troublant de l'industrie du divertissement continue d'éclairer les discussions actuelles sur le pouvoir, le consentement et la responsabilité à Hollywood et au-delà.